Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire intitulé Il y a plus de saison, défis et pistes d'action pour l'agriculture de demain en Bourgogne-Franche-Comté, qui est le quatrième webinaire du cycle à l'action, coporté par un certain nombre de partenaires régionaux que sont la région, l'ADEME, l'ADREAL et la DRAF, les trois agences de l'eau, l'OFB, l'ARS et Alter Bourgogne-Franche-Comté. Je suis Camille Buick d'Alter Bourgogne-Franche-Comté et j'animerai ce webinaire aux côtés de Patricia Dubois de l'ADEME et d'Agnès Toen de la DRAF qui seront vos interlocutrices du chat. Donc, comme d'habitude, si vous avez déjà participé à un de nos webinaires, on aime bien commencer par un petit sondage pour pouvoir identifier un petit peu qui nous écoute et quels sont les niveaux de compréhension, d'appréhension du sujet qui va être abordé. Alors, ça va nous permettre d'attendre aussi que tous les participants soient bien connectés. Je vais lancer le petit sondage. Si vous êtes intervenant, vous ne verrez pas le sondage s'afficher, hein, c'est normal, vous pouvez pas y répondre, pas d'inquiétude. Et je vais laisser donc les participants répondre aux deux questions qui s'affichent à votre écran. Donc, pourquoi vous êtes inscrit à ce webinaire? Est-ce que c'est pour découvrir les enjeux liés au changement climatique pour l'agriculture? Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu, mais vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet? Ou est-ce que vous êtes déjà un petit peu expert sur le sujet, puisque vous menez vous-même des actions dans ce domaine? Alors, je vous laisse répondre. Ça vient. Et puis la deuxième question, est-ce que pour vous, adapter le secteur agricole au changement climatique, ça ne concerne finalement que quelques filières en région Bourgogne-Franche-Comté qui seraient particulièrement menacées? Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire, mais pas forcément urgent dans la région? C'est-à-dire que les effets du changement climatique sont peut-être plus prégnants dans d'autres régions, mais ça ne vous semble pas prioritaire en Bourgogne-Franche-Comté? Ou est-ce que ça vous semble être déjà un enjeu majeur pour la région? Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Si vous venez de nous rejoindre, normalement, vous avez un sondage qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez répondre aux deux questions qui vous sont posées. Alors, on voit qu'on a beaucoup de participants qui connaissent déjà les enjeux liés au changement climatique et à l'agriculture, mais qui souhaitent du coup plutôt approfondir leurs connaissances ou qui mènent eux-mêmes des actions dans ce domaine-là. Et puis, les participants, en quasi-totalité, identifient l'adaptation du secteur agricole comme prioritaire, enfin comme un enjeu majeur en région. Je vais mettre fin au sondage comme ça. Je vous affiche les résultats à l'écran. Et on va pouvoir continuer, donc lancer ce webinaire. Je vais tout de suite, pour faire l'ouverture du webinaire, laisser la parole à Christian Morel, qui est vice-président en charge de l'agriculture, de la viticulture et de l'agroalimentaire à la région Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur Morel, je vois que votre caméra et votre micro sont activés, c'est parfait. Je vais donc vous laisser la parole. Merci beaucoup, Madame Bouygues. Tout d'abord, vous saluez tous et toutes. Je vois qu'on est très, très nombreux à ce webinaire, ce qui me rassure dans la place de l'agriculture dans cette région, mais je n'avais pas de doute vraiment à ce niveau-là. Saluer aussi le fait que du regroupement des acteurs, je crois que vous êtes 8 ou 9 acteurs à piloter le GRAC aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'on se doit de jouer la transversalité à ce niveau-là, au niveau des actions. Alors, je suis assez content que vous ayez passé le sondage avant que je prenne la parole, que j'aurais répondu d'une part que la région Bourgogne-Franche-Comté a une priorité, et la priorité, c'est quand même l'adaptation au changement climatique et voir comment on peut intervenir pour atténuer ce changement climatique sur nos actions et en particulier sur l'agriculture, qui est quand même un des secteurs les plus touchés par rapport à ça. Et tous les secteurs de l'agriculture, on part de la viticulture à l'élevage, au secteur céréalier et tous les autres secteurs aussi sont touchés. Quand on voit quand même les températures de ces derniers jours, on ne peut plus dire à un moment donné que c'est des accidents. C'est vraiment un fait aujourd'hui que le changement climatique est là, que le dérèglement climatique est là, et on doit coordonner nos actions tous par rapport à ça. La région n'a pas attendu à un moment donné, je crois qu'on a déjà financé pas mal de choses dans la recherche, dans l'expé, pour voir un peu comment on pouvait trouver des solutions.
On a investi aussi de l'argent côté des acteurs dans les bâtiments d'élevage. On a aussi, ces derniers temps, mis aussi de l'argent dans le secteur viticole, parce que si on parle de chaleur aussi, quand on parle de dérèglement climatique, on a eu des gelées tardives, on a eu plein de choses aussi qui sont venues complètement casser la production au niveau de certains vignobles, en particulier du Jura. Et il y a un sujet qu'on aura géré, on l'abordera peut-être tout à l'heure, c'est l'accès à l'eau, à un moment donné, qui va être aussi compliqué pour l'agriculture, mais l'accès à l'eau reste un sujet transversal. C'est pour ça que la région est intervenue dans des stockages d'eau à la ferme, mais surtout dans une volonté aussi de pousser toutes les économies d'eau. Je crois que stocker, c'est bien, mais économiser, c'est aussi une chose très, très importante. Savoir aussi dans les actions que l'on peut mener, il y a un point important qu'il faut savoir dans l'agriculture, c'est que l'agriculture est surtout financée par des fonds européens. Donc la région a la main dans les cofinancements, mais c'est surtout les fonds européens. Et là, nous sommes en train de finaliser la prochaine programmation FEADER 23-28. C'est par ces axes-là qu'on aura des moyens financiers alloués à l'adaptation au changement climatique. Mais on ne fera bien sûr pas ça sans les acteurs du terrain. Et quand M. Gritti m'a dit l'autre jour que l'ensemble du GRAC allait aller sur le terrain pour rencontrer les acteurs économiques, je crois que c'est pour moi une évidence. Je crois qu'on ne passera pas à côté de ça, d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs économiques, les agriculteurs, les gens qui pilotent l'ensemble de la biodiversité pour voir un peu ce qu'on peut faire de manière commune. Donc, voilà ce que je voulais un peu dire en introduction de ce webinaire. Donc, on aura, dans un second temps, à rencontrer l'ensemble des filières agricoles, l'ensemble des agriculteurs, l'ensemble des gens qui pilotent l'agriculture, parce qu'on ne fait pas les choses en les imposant, on fait les choses en les co-construisant. Et je crois qu'aujourd'hui, pour la rencontrer régulièrement et pour être de la profession agricole, je crois que les agriculteurs n'ont plus aucun doute aujourd'hui là-dessus. Le changement climatique est là. Il faudra qu'ils s'adaptent ou alors il risque d'y avoir des problèmes économiques importants dans notre région. Mais je ne doute pas que les agriculteurs et les filières vont pouvoir s'adapter à tout ce nouveau modèle. Et aussi, une chose qui est importante pour moi, c'est de trouver des solutions pour essayer de un peu faire pour qu'on ait quand même moins d'effets du changement climatique. Je veux parler par là du carbone, je veux parler par là d'autres. On a aussi pas mal travaillé, nous, et on travaillera encore sur les carbones, sur les gaz à effet de serre, parce que là, on a un travail important à faire pour diminuer l'impact du changement climatique. Voilà, donc je suis là pour vous écouter, surtout pour répondre à vos questions si besoin. Et très bon webinaire à tous. Je vous remercie, Monsieur Morel, pour ces propos qui introduisent parfaitement ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous voyez ici du coup le programme du webinaire. Dans un premier temps, on va parler parler des constats en partageant les enjeux du changement climatique pour l'agriculture, donc avec des constats qui sont issus des Varennes de l'eau, notamment en région Bourgogne-Franche-Comté, et puis présentation des outils qui sont disponibles également en région. Donc ça sera la première partie proposée par Céline Buche et Mathilde Martin de la Chambre régionale d'agriculture. Et puis, donc comme d'habitude, on prend le temps d'explorer 2 retours d'expérience pendant ce webinaire. Le premier portant sur une étude prospective et des ateliers qui ont été menés sur la communauté de communes Haute-Saône-Pontaillé-Val-de-Saône, avec une présentation à 3 voix par Jérôme Lamonica, Agathe Maté et François Depuis. Et puis un deuxième retour d'expérience sur le programme Résiste sur la résilience des systèmes herbagers, avec une intervention de Didier Touraine de la Chambre d'agriculture du Doubs. Intervention, vous le verrez, qui a été enregistrée à l'avance, puisque Didier Touraine, malheureusement, n'a pas pu être disponible aujourd'hui. Ça ne nous empêchera pas d'échanger à ce sujet, vous verrez tout à l'heure. Du coup, je vais laisser la parole à Céline Buche et à Mathilde Martin pour nous expliquer les enjeux climatiques de l'agriculture en Bourgogne-Franche-Comté. Mathilde, je te laisse partager ton écran. Donc, je me présente, donc Mathilde Martin, je suis chargée de mission environnement à la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je vais commencer cette présentation par une présentation donc, sur la démarche, l'événement Varennes de l'eau et du changement climatique qui a mobilisé la profession agricole l'année dernière et puis en début d'année.
Voilà, donc je vais vous rappeler un petit peu la démarche, vous présenter les résultats du diagnostic et puis voilà les enjeux qui ont été identifiés pour la suite et voilà qu'est-ce qui est en réflexion à l'heure actuelle. Et puis Céline Buge vous présentera le pôle régional d'accompagnement à l'agriculture et changement climatique, donc pratique, donc avec les outils qui le constituent et les projets qui ont émergé grâce à ce pôle. Donc, le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, donc je vais rapidement vous faire un retour sur la démarche en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, cette démarche, elle a eu lieu à 3 échelles sur 3 grosses thématiques différentes. Donc, à l'échelle nationale, sur la gestion des aléas climatiques, avec notamment une réforme de l'assurance récolte. Sur le volet adaptation au changement climatique, le travail a été fait notamment en région par toutes les chambres régionales d'agriculture de créer un diagnostic qui présenterait un peu les différents enjeux sur le territoire et par la suite de réaliser un plan d'adaptation au changement climatique pour la fin de l'année. Et également un travail des filières à l'échelle nationale sur les leviers d'adaptation que je vous présentais tout à l'heure. Et puis, on a un gros axe aussi sur le partage de la ressource en eau, donc avec notamment des groupes de travail nationaux qui ont été réunis, un sur les PTGE, un sur l'accès à l'eau et à la mobilisation de nouveaux gisements ou de gisements existants plutôt. Et enfin, une réflexion sur la politique d'aménagement et d'accès à l'eau pour 2050. Donc, le diagnostic régional, de quoi il est, enfin, qu'est-ce qu'il en était. L'objectif, c'était de présenter les observations climatiques au niveau régional, de présenter les principales filières agricoles sur notre territoire, d'en choisir 4 à fort enjeu, en faisant un focus sur 4 territoires différents sur lesquels il fallait anticiper les évolutions climatiques et les conséquences sur les activités agricoles. Et enfin, donc, ce focus permettait de faire une analyse à fond, donc atouts, menaces, opportunités, faiblesses, de ces coupes filières territoires. Et enfin, de faire une espèce de synthèse régionale, pareil, des opportunités liées aux évolutions climatiques et une analyse à fond également au niveau régional de tous les outils dont nous disposons pour pouvoir avancer. Donc, concernant les coupes filières territoires choisis en région Bourgogne-Franche-Comté, donc on a essayé de répartir un peu sur la région avec des territoires un petit peu représentatifs des différents milieux qu'on peut avoir. Donc, on a travaillé sur le Doubs pour la partie montagne, on va dire montagne du Jura. Partie Vésulien, on a fait de Dijonais aussi, et puis pareil, le secteur autour de Mâcon. Et parmi les filières qu'on a présentées, donc on a choisi la viticulture, les grandes cultures, les bovins, donc viande et lait, donc, sachant que dans la partie d'eau, on a fait un focus plutôt sur la filière AOP. Alors, il y a des régions qui ont fonctionné aussi avec des filières un petit peu emblématiques de leur région, un petit peu carte postale. Voilà, c'est des choix. Nous, on a pris le poids, on va dire, économique de chaque filière. Rapidement, les résultats du diagnostic, c'est qu'on constate de plus en plus de stress hydrique pour les cultures avec une perte d'eau d'au moins 15 mm en été. Un avancement de 6 jours de la date de mise à l'herbe en 50 ans et des augmentations de stress thermique pour les bovins, donc une baisse du bien-être animal lors des canicules. Et puis, on constate sur la partie viticole une avancée de la date de débourrement importante. Donc, comme on a eu les données sur ce diagnostic, comment on a travaillé, il faut savoir qu'en région, il y a déjà plein de choses qui sont faites. On vous en présentera une partie tout à l'heure. Donc, on s'est inspiré de tout ce qui avait pu être fait en termes de travaux. Donc, notamment pour le diagnostic, on a un observatoire en chambre du changement climatique qui s'appelle Oracle. On s'est aussi intéressé aux diagnostics filières nationaux qui avaient été faits, qui ont été rédigés en même temps que la démarche Varenne. Et on a un observatoire prospectif de l'agriculture sur tout ce qui est poids économique des filières. Et puis sur les couples, donc on a des fiches territoriales aussi qui sont réalisées par les chambres avec les enjeux liés au changement climatique. On a un programme ASEC sur la ressource en eau. On a des programmes un peu territoriaux sur certains territoires, notamment Résis pour le Jura, ça a permis d'alimenter cette fiche. Beaucoup de travaux aussi sur le changement climatique et la vigne. Et enfin, une étude prospective qui a été menée également l'année dernière et cette année
sur l'eau et l'agriculture dans notre région. Donc, les discussions ont permis d'identifier des enjeux pour l'adaptation au changement climatique, des grands objectifs qu'on veut se fixer, donc et garantir l'accès à l'eau pour tous, donc dans le respect de nos milieux régionaux, toujours assurer l'autonomie alimentaire des hommes et des animaux, faciliter l'accès à des pratiques innovantes. On s'est rendu compte qu'il y a énormément de travaux de recherche qui sont faits, et voilà, et l'enjeu, ça va être de faire arriver ces travaux de recherche dans les cours de ferme, ces connaissances qui ont été acquises, toujours assurer une juste rémunération du monde agricole pour pérenniser ces actions. On peut aussi envisager de s'appuyer sur les écosystèmes pour assurer la résilience des territoires. On a toujours ce travail d'atténuation des impacts de l'agriculture sur le changement climatique qui reste important à poursuivre, bien qu'il y ait déjà des grosses choses qui ont été faites. Et puis voilà, il faut vraiment, ce qui a été dit, c'est qu'il fallait vraiment agir au plus près des contextes socio-économiques des territoires, et puis également prendre en compte les facteurs environnementaux. Et enfin, on a un gros enjeu aussi au niveau de l'agriculture, donc qui n'est pas uniquement lié au changement climatique, mais voilà, il y a toujours le besoin de garantir le renouvellement des générations d'agriculteurs, toujours garder ça en tête, et permettre aux jeunes de s'installer sereinement malgré ce gros enjeu pour les années à venir. Et donc, pour répondre à ces enjeux, on va réaliser un plan régional d'adaptation au changement climatique d'ici fin de l'année, voire début d'année prochaine. De la démarche. Là, je vais vous présenter un petit peu les solutions qui ont été envisagées par les filières et qui ont été présentées dans le cadre du diagnostic. Dans le cadre des feuilles de route qu'elles ont présentées au niveau national. Par exemple, sur la viticulture, alors je ne vais pas vous énumérer tous les leviers, mais on peut, par exemple, un des leviers qui a été identifié, c'est d'approfondir la connaissance des zones viticoles, ou de toujours développer la recherche et le transfert des connaissances. Pour la partie grande culture, la contribution nationale a ciblé comme levier la recherche variétale. Et la question de l'accès à l'eau et l'irrigation est considérée comme un des leviers incontournables. Évidemment, une irrigation raisonnée, mais voilà, sur certaines productions, on sera peut-être obligé de quand même apporter de l'eau. Ce qui ressort aussi sur la filière viande qui a travaillé au national, c'est un travail sur les bâtiments d'élevage pour un meilleur confort thermique des animaux, pour justement lutter contre ces périodes de stress thermique qui augmentent. Et puis, un accompagnement des acteurs pour optimiser et sécuriser la ressource en eau, notamment pour l'abreuvement. Concernant l'élevage bovin-lait face au changement climatique, le gros enjeu, c'est la sécurisation des systèmes fourragers, donc face au changement climatique, par exemple. Et puis, la gestion et la préservation de l'eau lors de la transformation. Donc là, on est vraiment une réflexion pas que sur la production on va dire, agricole, mais également sur toute la filière. Et puis, alors là, ce n'est pas dans le cadre du Varenne, mais en région, la filière bois a mené également des travaux autour de l'adaptation des forêts au changement climatique, avec notamment le souhait de développer des outils pour diagnostiquer la vulnérabilité des peuplements avant plantation, pour identifier les risques et adapter vraiment les essences au terroir, aux stations. Et puis, notamment sur ces peuplements, l'augmentation de la diversité des peuplements pour assurer la résilience est aussi un des leviers qui a été identifié. Je laisse Céline présenter un petit peu l'articulation des programmes entre le Varenne et le pôle pratique. Et puis, le plan... Ce que je peux dire, c'est que le plan régional d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, il alimente toutes les initiatives qui vont être prises par le pôle pratique et qui va faire émerger des projets opérationnels sur les territoires. Merci. Je laisse prendre la main. Ouais, je vais prendre la suite.
Donc l'objectif là pour la suite, comme vient de le dire Mathilde, donc c'est de bien voir l'articulation qui est faite entre tous ces éléments issus des réflexions du Varenne et issus du plan d'action d'adaptation régionale qui sera construit, voir comment tous ces éléments vont pouvoir nourrir les travaux du pôle régional d'accompagnement de l'agriculture au changement climatique, qui est un pôle régional animé, coordonné au niveau de la chambre régionale et qui est accompagné financièrement par l'ADEME et le conseil régional. Donc ce pôle régional en fait a pour objectif in fine, de co-construire et d'accompagner des projets opérationnels, des productions et de territoires en lien avec l'ensemble des acteurs pour relever les grands défis de demain en lien avec le changement climatique. Et puis ce pôle a également comme objectif d'accompagner les agriculteurs dans leur transition climato-économique. Donc le pôle régional, comme vous le voyez à l'écran, il est organisé autour de 6 axes de travail. Un axe autour de l'observation et de la projection de l'évolution du changement climatique et de ses impacts sur l'agriculture. Un deuxième axe de travail autour de la sensibilisation de l'ensemble des acteurs du territoire à ces problématiques changement climatique. On a également un axe de travail autour de la formation, que ce soit la formation des conseillers, mais également des agriculteurs sur cette thématique. On a également l'ambition avec ce pôle de faire émerger des projets opérationnels. Donc là, c'est quelque chose que l'on verra là en deuxième partie de webinaire avec des exemples concrets et des témoignages. En cinquième axe de travail, on a tout ce qui tourne autour de la capitalisation des résultats et des expériences qui sont mobilisables à l'échelle de la région, mais également dans d'autres régions de France, voire dans d'autres pays qui sont déjà confrontés à ce changement climatique et à ses conséquences. Et puis enfin, un dernier axe de travail autour de la communication vers l'ensemble des acteurs du territoire, donc communication des résultats, communication des expériences, communication générale sur les projets qui sont développés sur la région en lien avec le changement climatique. Donc ce que je vais faire, ce que je vous propose en tout cas, c'est de faire un zoom sur les outils qui sont mobilisés et qui sont complémentaires au sein du réseau des chambres d'agriculture pour que l'on puisse observer le changement climatique et se projeter dans un futur proche et lointain. Donc, ces deux outils que l'on mobilise au sein du réseau, c'est l'outil Oracle et l'outil Climat 21. Donc, je vais vous faire une petite présentation un petit peu plus détaillée de ces deux outils. Ces deux outils, donc, ce sont deux outils qui sont complémentaires, que l'on mobilise au sein du réseau des chambres d'agriculture. Donc, comme vous pouvez le voir sur les deux cartes, ce sont des outils qui sont mobilisés voilà, par différentes chambres régionales et par différentes chambres départementales. Pour le premier outil, l'outil Oracle, c'est un outil c'est un observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique. C'est un outil qui nous permet d'observer, de mesurer l'impact du changement climatique depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est un outil qui nous permet de regarder un peu dans le rétroviseur. Et puis un deuxième outil qui est l'outil Climat 21 qui nous permet là, cette fois-ci, de faire des projections au XXIe siècle. Donc on va redétailler ultérieurement. Ce que je voulais dire, c'est que pour ces deux outils, en fait, on mobilise des ressources qui sont reconnues et éprouvées. On travaille avec Météo France. Et on a la chance, en travaillant avec Météo France, d'avoir des mises à jour régulières de ces données, de ces ressources qui nous permettent d'être en phase avec l'état de l'art scientifique et de pouvoir vraiment asseoir nos travaux d'observation et de projection. Donc, si on fait un petit zoom sur l'outil Oracle, cet outil Oracle, donc, il a pour
ambition d'objectiver les tendances climatiques en cours et puis de mieux comprendre les liens de cause à effet entre changement climatique et pratiques agricoles. Donc, comme je l'ai dit, on regarde dans le rétroviseur et cet outil, en fait, il fonctionne grâce à des indicateurs climatiques et grâce à des indicateurs agroclimatiques qui nous permettent, donc ces deux types d'indicateurs, d'observer le changement climatique sur des périodes longues avec de la donnée homogénéisée. Et puis, cet outil, il a aussi pour vocation à traiter des impacts agricoles observés et puis de produire ou de fournir en tout cas un certain nombre de leviers d'adaptation et leviers d'atténuation qui sont d'ores et déjà mis en place à l'échelle de la région. Donc, cet outil, il est édité annuellement. Il est évolutif, donc chaque année on l'enrichit avec de nouvelles données, de nouveaux impacts et il est téléchargeable sur le site de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, accessible à tous. Donc là, la première édition a été mise en ligne l'année dernière et puis là on est en train de travailler à la construction de la nouvelle, de l'édition 2 de ce livret. Le second outil qui est mobilisé, donc c'est l'outil Climat 21, qui là est vraiment, cet outil c'est vraiment, nous sert à anticiper en fait les évolutions à venir et c'est un outil vraiment de sensibilisation qui permet aux agriculteurs qui sont accompagnés par les conseillers de se questionner, d'analyser les impacts et puis de se projeter, de voir ensemble et de co-construire en tout cas les leviers qui pourraient être mis en œuvre pour la suite. Donc là, on se projette jusqu'à la fin du XXIe siècle. Pour travailler avec cet outil-là, on travaille sur des périodes de 30 ans. Et c'est vraiment un outil qui nous permet de nous projeter. Hein. Ce n'est pas de la météo comme on peut l'avoir à la télé. Et on ne fait pas des prédictions non plus. Voilà. Ce sont vraiment des projections qui sont basées sur des modèles robustes. De la même façon que pour l'outil Oracle, on travaille avec des indicateurs climatiques et des indicateurs agroclimatiques qui sont donc projetés à des pas de temps différents, donc à un horizon proche, donc sur la période 2021-2050, et puis sur un horizon plus lointain, fin du XXIe siècle, pour la période 2071-2100. L'intérêt aussi de cet outil, c'est qu'on fait des simulations à l'échelle de la commune sur des carrés de 8 km par 8 km, donc ce qui nous permet d'avoir de la donnée, en tout cas des projections locales, qui peuvent répondre aux demandes des agriculteurs. On peut passer à la suivante. Mathilde? Ouais, ça ne peut pas passer. Un souci de... Ah, si, c'était celui-là. C'est celui-là, merci. Voilà, donc c'est la présentation des deux outils qui sont mobilisés au sein du réseau et qui nous permettent d'alimenter les formations, les interventions, la sensibilisation, la communication. Donc voilà, ces outils que l'on mobilise et qui nous permettent d'appuyer les conseillers dans l'accompagnement qu'ils peuvent faire aux agriculteurs, nous permettent aussi, ces outils, d'alimenter des projets opérationnels. Et donc, l'émergence de ces projets opérationnels, c'est un autre des axes du pôle régional pratique. Et donc, là, l'objectif par la suite, c'est de vous présenter en tout cas 2 projets qui ont émergé et qui ont été réalisés. Et ce sera l'objet des témoignages sur la deuxième partie du webinaire. Donc, je vous les ai cités là. C'est le projet de prospective territoriale sur le territoire de Cap-Val-de-Saône. Et puis, le second projet qui sera, dont on aura un témoignage, c'est le projet Résiste. Résiste qui veut dire résilience des systèmes herbagers du massif du Jura. Voilà. Je vous remercie.
Merci à vous, Céline et Mathilde. Je vais me tourner vers Agnès et Patricia pour savoir s'il y a des questions dans le chat. J'ai vu que Patricia vous a mis le lien de la publication Oracle, édition 2021. Merci. Ça, vous pouvez directement la télécharger si vous êtes intéressé. Et puis, il y avait une question sur la disponibilité des supports, du replay et du compte-rendu. Donc, tous ces éléments-là, je vous ai mis également le lien, seront disponibles sur le site d'Alter Bourgogne-Franche-Comté et également sur le Centre national de ressources sur l'adaptation au changement climatique. Il y a une page dédiée sur la Bourgogne-Franche-Comté où vous retrouverez aussi toutes les initiatives agricoles, mais aussi d'autres thématiques. Merci, Patricia. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite. On a parlé du coup d'émergence de projets, la transition avec la présentation de Céline était trouvée. Du coup, pour faire émerger des projets sur les territoires, il est nécessaire de connaître ces territoires et les enjeux spécifiques aux filières qui y sont implantées. Et donc, c'est tout l'objet des ateliers prospectifs qui ont été menés, par exemple, sur la communauté de communes au Saône-Pontaillé-Val-de-Saône, grâce à une démarche qui est comportée par la Chambre régionale d'agriculture et la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Je vais laisser nos 3 intervenants, Jérôme Lamonica, Agathe Maté et François Depuis, nous expliquer tout ça. Jérôme, je vous laisse partager votre écran. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne bien? Vous avez le diaporama? Très bien. Donc, je me présente rapidement, Jérôme Lamonica. Donc, vous avez vu que je suis de la Chambre d'agriculture du Jura, mais j'interviens aujourd'hui au titre plutôt de la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté. Je me tiens aux côtés de Céline aujourd'hui, puisque nous travaillons ensemble en fait sur le pôle régional pratique et donc depuis 2017 climatique et structuration en fait de la thématique au sein du réseau des chambres d'agriculture et globalement aussi la diffusion de nos outils qui ont été présentés au Oracle et Climat 21. Donc l'année dernière, nous avons mis en place un nouvel outil autour de la prospective, l'outil AVEC que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc cet outil va être présenté à 3 voix avec nos partenaires, la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or avec son directeur François Depuis et puis Agathe Maté, donc la chargée de mission sur le plan alimentaire territorial sur le territoire de la communauté de communes au Saône-Pontaillé. Alors, si nous abordons déjà cet outil de prospective, c'est s'autoriser en fait à ouvrir le champ de possibles. Cet outil en fait a été déployé dans le cadre du pôle régional pratique, comme je vous l'ai dit, et nous avons voulu travailler sur un territoire test. Nous le verrons plus tard, et ce territoire test a été partagé, ce choix a été partagé avec l'ADEME, et nous sommes donc orientés sur la communauté de communes d'Auxonne-Pontaillé. L'enjeu de poser cette prospective, notamment en lien avec le changement climatique, c'est de s'interroger ensemble, de se dire, OK, il va falloir s'adapter, il va falloir aussi jouer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais si on s'autorise à lever un petit peu la tête, c'est de se dire aussi, je m'adapte pour quel type d'agriculture et pour quel type d'agriculture demain sur mon territoire. Et c'est donc s'autoriser à s'ouvrir le champ des possibles. La prospective territoriale, c'est vraiment une façon de poser concrètement la question de que peut-il devenir ou advenir de mon territoire, tous en se demandant comment le faire avancer ensemble. La prospective est vraiment ancrée à un territoire concret. Elle sert à comprendre le changement et tourner vraiment vers l'action en se basant sur l'interactivité des acteurs et de l'ensemble des acteurs. C'est un outil qui permet d'alimenter la stratégie et vraiment, ce qui est pointé sur cette diapositive, elle peut servir vraiment de boussole. Elle vise à choisir une direction et à alimenter vraiment l'action. Pour pouvoir arriver et déployer cette démarche prospective, et s'autoriser à se questionner sur son territoire, il faut partir d'un commanditaire que nous avons appelé légitime, qui va réunir un comité de pilotage autour de lui pour avancer autour de la démarche. Notamment, ce comité de pilotage pourra travailler à la définition du groupe multi-acteurs et sera bien évidemment destinataire de la restitution. Il va falloir également poser un sujet d'étude qu'on va transformer en question
et qui va nous servir comme fil conducteur tout au long de notre démarche. Souvent, cette question va être introduite plutôt par un que ou par un quel, et on va éviter de rentrer par une question qui va débuter par un comment. La question avec un comment nous oriente tout de suite dans le faire. Alors que l'enjeu de la rétrospective, c'est déjà de se poser, de faire un arrêt sur image et de se donner une orientation et après d'aller travailler sur le faire. Il va falloir donc définir un sujet d'étude qui permet en fait d'éclairer le commanditaire qui souhaite travailler sur du long terme. Pour pouvoir y arriver, nous allons réunir un groupe multi-acteurs dont l'enjeu sera de partager une vision sur le territoire et on va aller chercher des personnes de l'ensemble du territoire, de différentes filières d'acteurs d'une typologie différente. L'échelle aussi territoriale est importante, elle sera définie aussi lors du comité de pilotage. Donc, pour pouvoir arriver au résultat visé, il faudra un groupe ouvert du territoire, de tous les secteurs, transversal, hétérogène, avec des compétences et des casquettes différentes. L'enjeu, quand on s'intéresse à une démarche prospective autour d'une question agricole, ne sera pas uniquement de réunir des agriculteurs autour du groupe, mais vraiment d'ouvrir à tous les horizons et également à tous les secteurs d'activité du territoire. L'enjeu, lors du travail avec ce groupe, ça ne sera pas de rechercher du consensus, ça ne sera pas non plus de faire des débats ou essayer de convaincre. On ne va pas rechercher de solutions ou de faire de préconisations. L'enjeu, c'est de faire vraiment libérer la parole et que chacun des acteurs présents autour de la table puisse vraiment s'exprimer. Et l'enjeu pour nous, au niveau de la production, puisque ce type de démarche est animé à deux, c'est ce que je fais avec Céline, on va essayer donc de récolter l'ensemble de la production des acteurs et on en fera une synthèse. Concrètement, ça se déroule autour de 3 étapes, 3 temps de réunion, des réunions qui sont calibrées à 2h30, avec une première réunion qui débute autour d'une recherche de problématiques. Souvent, on vise une réunion par mois et ça va s'étaler à peu près sur 3 mois. Donc, le groupe sera mobilisé 3 fois, un groupe généralement composé de 25 personnes. Ce premier temps, donc, on va travailler avec les acteurs du groupe à la recherche de problématiques, par exemple autour des types d'agriculture. On va donc animer cette première séquence pour faire émerger toutes les problématiques au niveau du territoire. Ça va être la première réunion. Entre la première et la deuxième réunion, il va falloir travailler l'ensemble de la matière qu'on aura récoltée pour faire émerger les problématiques sous forme de questionnement et en travaillant en fait aussi toute cette matière sous la forme d'une grille à FOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Lors de la deuxième réunion, donc, l'ensemble des résultats de la première est présenté au groupe multi-acteurs pour les valider et pourquoi pas amender et modifier les résultats qui sont présentés. À partir des problématiques qui ont émergé lors de la première réunion, on va travailler avec le groupe cette fois-ci sur un deuxième pas de temps, sur le pas de temps 2035, puisque l'émergence des problématiques est sur le pas de temps du présent, en 2022 par exemple. Et là, avec le groupe, on va les accompagner pour lever la tête, aller entrevoir en fait les images du territoire en 2035. Une image, en fait, c'est vraiment un arrêt, une photographie du territoire, et on va accompagner le groupe pour qu'il puisse décrire un petit peu le type d'agriculture, par exemple, qu'il pourrait y avoir sur le territoire en 2035. À l'issue de cette réunion-là, donc, et de la collecte de l'ensemble en fait, de la matière produite, il va falloir encore une fois débriefer et produire ce que nous appelons en fait des figures d'avenir, c'est-à-dire par exemple les types d'agriculture qu'on pourrait retrouver sur un territoire en 2035 à travers la formulation d'hypothèses qui correspondent à un chaînage des images qui ont été produites lors de la deuxième réunion et qui permet en fait d'être dans une dynamique de transformation, de changement. À l'issue de la troisième réunion, donc, il y aura pour but de valider ces figures d'avenir, où on aura pu également identifier si ces figures d'avenir sont dans le présent et si elles sont probables en 2035. Donc, on pourra faire émerger également les freins et puis les conditions de réalisation pour l'avenir. On pourra également produire des messages d'alerte à destination en fait, des élus du territoire notamment.
on fera une synthèse qui sera présentée lors du comité de pilotage et également qui pourra être adressée aussi à l'ensemble des acteurs du territoire. Cette synthèse aussi donc, permettra de faire émerger des pistes d'action. Donc concrètement, en fait, nous avons testé cette démarche prospective avec cette méthode AVEC sur le territoire de la communauté de communes Auxonne-Pontaillé-Val-de-Saône en fin d'année dernière, puisque nous avons réalisé les réunions en octobre, novembre et décembre avec une présentation au comité de pilotage des résultats en début d'année 2022. Donc nous avions comme fil conducteur quel type d'agriculture sur notre territoire pour faire face aux enjeux de demain à l'horizon 2035. Ça a été en fait la question qui a été posée au groupe multi-acteurs des 25 personnes, notamment quand nous avons posé les enjeux de demain, il y avait le changement climatique, il y avait également des enjeux d'alimentation de proximité ou également de transition énergétique. Donc je vais me retourner un petit peu vers François et puis Agathe pour savoir un petit peu leur motivation qui les ont poussés à accepter de s'engager dans la démarche de cette méthode AVEC et de réaliser ce test. Bonjour à tous. Je commence. Agathe, tu compléteras. Moi, ce qui me paraissait important, c'est une des premières fois qu'on nous propose une démarche de travail en transversalité avec l'ensemble des acteurs sur un petit territoire. C'est ça qui m'intéressait. Et puis en même temps, l'idée aussi de se projeter. Et donc, en réfléchissant bien sur le département de la Côte d'Or, je recherchais un territoire où, je dirais, tout le monde travaille de son côté, il y a peu de transversalité, il y a peu de démarches collectives, avec une agriculture qui est plutôt refermée sur elle-même et qui s'approprie, qui se simplifie aussi. Faut savoir que sur ce territoire, c'était historiquement un territoire qui était plutôt riche, avec un contexte pétoclimatique qui permettait de faire du maraîchage et qui apportait vraiment de la valeur ajoutée sur le territoire, mais qui s'est, je dirais, individualisé. Et du coup, on a pratiquement perdu tout le maraîchage. On a une population qui est vieillissante. On a peu de réseaux qui fonctionnent. On n'a pas de groupe de développement sur ce secteur-là. Et on a peu de projets sur ce secteur. Mais en contrario, on a une équipe d'élus, de nouveaux élus à la communauté de communes qui me paraissait plutôt dynamique et avec une volonté de faire bouger les choses. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce territoire. Je complète. Merci François. Pour compléter au niveau des intérêts là, plutôt de la collectivité, je pense que c'est ce qui a été dit par Jérôme, il y avait un souhait d'anticiper en fait, les évolutions sociétales, économiques et environnementales et possiblement d'adapter les politiques publiques en fonction de ces évolutions, enfin les politiques publiques de la communauté de communes, bien entendu, et adapter du coup ces stratégies et ces projets ou les projets qu'elle peut être amenée à soutenir. Et puis peut-être connaître les grands enjeux des acteurs spécifiquement du territoire qui seraient transformables en action publique. Et comme disait François, bénéficier d'un regard tiers sur le fonctionnement du territoire, sur les dynamiques en œuvre, puisqu'aujourd'hui, il y a un PCAET, un plan climat, air, énergie territoriale et un PAT. Donc, ça permettait aussi de mettre en parallèle un petit peu ces dispositifs avec la démarche. Merci pour ce premier retour. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, cet outil de démarche prospective, cette méthode AVEC, c'est un outil d'anticipation qui permet de lever un petit peu cet horizon, à se projeter à 2035. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu l'intérêt que vous avez pu percevoir concernant cette méthodologie? Agathe, je te laisse parler en premier. Oui, pas de souci.
On a un petit peu répondu à la première question, surtout François, sur l'aspect interaction et dialogue avec du coup, une diversité d'acteurs présents. C'est vraiment, je trouve, le point fort de cette méthodologie. Ce qui a permis de créer des passerelles en fait, entre des acteurs d'horizons complètement différents. Et puis vraiment la méthodologie d'animation où il y a vraiment une ouverture et une liberté de parole sans jugement, sans débat. C'est vraiment, j'ai trouvé que c'était une méthodologie innovante sur ces aspects-là. Et voilà, je dirais que ces intérêts-là, on peut percevoir. Juste avant l'intervention de François, pour compléter, puisque Agathe, tu as suivi les 3 réunions, quel ressenti tu as par rapport au groupe, par rapport à la réunion 1, souvent qu'on appelle R1, et jusqu'à la 3e? Comment as-tu senti le cheminement de ce groupe par rapport à cette approche et cette animation un petit peu différente? C'est compliqué un petit peu aujourd'hui, autant imparti, de rentrer dans le détail, mais en tout cas, on sent bien que notre approche qu'on a voulu participative et innovante avec Céline a un peu bousculé. Comment as-tu ressenti un petit peu le groupe? Moteur. Alors au début, forcément, on est sur un public qui n'ose pas forcément prendre la parole et qu'il faut pousser un petit peu au début. Mais après, une fois qu'ils comprennent qu'ils sont dans un climat de confiance et qu'il n'y a pas de jugement et que chacun est libre de dire ce qu'il souhaite dire, clairement, ça s'est ouvert et c'était intéressant pour ça. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'était de rappeler en début de chaque réunion, donc surtout pour la 2e et la 3e, que ce qui a été dit précédemment ne peut pas être remis en question. Et ça, chacun était au clair avec ça. Et donc, voilà, c'était intéressant pour ces aspects-là aussi. En gros, si on peut dire les absents ont toujours tort, il fallait être présent à la réunion d'avant si vous vouliez faire passer un autre message. Très bien. Merci beaucoup. François, si tu souhaites compléter. Oui, alors, la démarche participative avec l'ensemble des acteurs, elle me paraît importante parce que ça permet tous de se connaître, parce qu'autour de la table, il y avait quand même des agriculteurs, des élus, des habitants, des commerçants, des artisans, des acteurs économiques. Ça permet à la fois de se connaître sur un même territoire, ça permet aussi de se comprendre, et ça permet, j'irais, d'échanger pour essayer de voir quelle est la vision d'avenir sur ce petit territoire. La démarche, elle me paraît importante parce que ça pousse tout le monde à se projeter assez loin, parce que 2035, bon, c'est à la fois proche, mais c'est assez loin. Donc, ça pousse tout le monde, j'irais, à poser les valises et à aller à se projeter sur 10 ans, voire un peu plus. C'est efficace. Alors, dans le monde agricole, c'est important parce que c'est un monde qui travaille beaucoup, qui passe peu de temps en réunion, et ils ont besoin d'une certaine efficacité. Et l'idée d'avoir des réunions de 2 à 3 heures maximum, ça me paraît vraiment important pour qu'ils viennent et pour qu'ils puissent participer. Et ensuite, quand on fait émerger des projets avec l'ensemble des acteurs, pour nous, c'est très important. Alors, à mon avis, à la fois collectivité et chambre d'agriculture, parce que quelque part, on identifie des projets parce qu'ils sont déjà un peu acteurs de ces projets, parce qu'ils ont réfléchi dessus. Et puis, ça permet déjà de voir qui pourrait être pilote sur certains projets. Et ça me paraît important. Très bien, merci. Alors, juste pour donner encore un peu plus de concret à ce test, on voulait vous présenter un petit peu donc, les résultats. Donc, je vous le rappelle, le fil conducteur, la question fil rouge était en 2035, quel type d'agriculture pour répondre aux enjeux, donc climatique, ça c'était très important, d'alimentation de proximité ou de transition énergétique sur le Cap Val-de-Saône. La commande du groupe était claire, c'était de produire les types d'agriculture qui répondent à ces enjeux en 2035. Donc, je vous le rappelle, premier temps, la réunion 1, le 27 octobre 2021, eh bien, à travers 146 interventions de ce groupe, donc l'intégralité en fait de leur intervention a été saisie. On a pu faire émerger avec Céline 13 problématiques.
qu'on a été présenté lors de la deuxième réunion, le 23 novembre 2021. Et là, on a invité les personnes à lever la tête et à décrire ce qui pouvait être les types d'agriculture à travers les problématiques soulevées au présent en 2035. Cette fois-ci, on a relevé 175 interventions du groupe. Nous avons pu produire 35 hypothèses, donc à partir de ce chaînage d'images, qui vont conduire à faire émerger 9 figures d'avenir. Lors de la dernière réunion, la troisième, le 16 décembre, nous avons pu présenter au groupe ces 9 figures d'avenir et on a pu travailler avec le groupe pour savoir si elles étaient déjà engagées en 2021 et la probabilité de les retrouver en 2035. À travers cette présentation, nous avons pointé également 20 messages d'alerte, notamment à la destination de la communauté de communes, un petit peu des warnings, en tout cas des messages qu'il faudra prendre en compte pour réussir un petit peu la suite du projet. Et puis, lors de la synthèse qui a été présentée au comité de pilotage, nous avons pu agréger en fait l'ensemble des productions avec 46 pistes d'action et d'inviter après le territoire et notamment la communauté à reprendre l'intégralité de cette synthèse pour se questionner de savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Et justement, ça nous conduit à ce questionnement pour François et Agathe de se dire finalement, aujourd'hui, à la conclusion, à l'issue de ce travail-là, quelles sont les plus-values de ce type de démarche par rapport aux outils habituellement mobilisés? Non, j'y vais. Non, je dirais que c'est... D'ailleurs, je crois que ça fait partie des questions qui sont posées là dans le chat. Par rapport à des études prospectives plus classiques, on a quand même un outil qui est un peu plus opérationnel avec des pistes d'action à la fin des réunions et surtout des messages d'alerte aussi. On a trouvé ça, personnellement, je trouvais ça intéressant d'avoir ces messages d'alerte plutôt à destination des élus, mais voilà, je dirais que c'est un outil plus opérationnel. L'identification des avenirs possibles, c'est intéressant aussi de pouvoir visualiser ce qu'on imagine pour notre avenir. Et du coup, je trouve que ça, c'est un schéma qui est peut-être un peu moins classique non plus. Et puis, je dirais que ça rejoint un peu la méthodologie, mais on dépasse un petit peu les représentations qu'on a les uns des autres. Et du coup, on partage un peu plus notre vision des avenirs possibles et du réel. Voilà, je dirais que la plus-value, c'est que c'est un outil qui est plus opérationnel que des outils classiques prospectifs. Merci. François? Moi, je dirais qu'on a réussi à faire lever la tête des acteurs du territoire. Et ça me paraît important, parce que tout le monde a le nez dans le guidon, chacun mène ses actions en tuyau d'orgue. Là, au moins, tout le monde est autour de la table pour penser à des types d'agriculture. Ce qui me paraît aussi, ce qui est important aussi, c'est que souvent, de notre côté, on a tendance à réfléchir à des modèles uniques d'agriculture sur un petit territoire. Moi, le premier. Et l'idée de faire réfléchir tout le monde ensemble, ça fait proposer différents types d'agriculture possibles. Et comme disait Agathe tout à l'heure, en plus, avec des pistes, c'est assez opérationnel. Il y a des pistes d'action qui sont mises en avant pour rendre ces agricultures opérationnelles, la mise en place opérationnelle. Ça me paraît important aussi. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, dès l'instant qu'on fait travailler tout le monde ensemble, on repère aussi déjà des premiers pilotes d'action qui vont faciliter nos actions, l'un comme l'autre. Et ça me paraît important. Et j'ai vu dans le chat, dans les questions, sur la participation des agriculteurs. Agathe, tu me le diras, parce que je n'ai pas participé, je n'ai pas voulu participer. Et comme la présidente de la Comcom n'a pas voulu participer à ces échanges, pour que ce soit beaucoup plus libre. Mais les agriculteurs qui ont participé, je trouve qu'ils étaient très motivés, parce que du coup, j'ai un retour
j'ai un retour après leur participation. Ça, c'est toujours bien. Du coup, alors, on répondra peut-être après aux questions, mais comme vous l'avez compris, en tout cas, cet outil, cette méthode prospective avec, n'a pas pour objet de faire de la prospective pour se faire plaisir et faire de la prospective. Elle a vraiment une portée opérationnelle et l'enjeu, c'est de savoir comment ça va être réinjecté sur le territoire, alors, alimenter peut-être les politiques territoriales et justement aller jusqu'au plan d'action. Ça a été vraiment rappelé par François et Agathe. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir des suites. Et en tout cas, ce qui a été aussi très positif, c'est qu'on a vraiment suscité une vraie attente, et je pense qu'Agathe pourra le dire, au niveau du groupe, et une vraie impatience aussi de se dire, mais on a été présent, on a fait les 3 réunions, on a bien travaillé, on est satisfait des résultats, mais nous, on vous attend, et après, on attend du concret. Donc ça, c'est très important. Donc sur cette question du concret, quelles sont les suites qui sont envisagées suite à cette démarche? Alors, au niveau de la Comcom, donc, comme je pouvais dire en intro, il y avait déjà un PCAET et un PAT qui étaient déployés. Donc, du coup, ça a permis de conforter quelques pistes qui étaient déjà mises en œuvre par la Comcom, et notamment 2 points: étudier l'opportunité d'une cuisine centrale sur le territoire. Donc, ça a permis de remettre le sujet sur le feu et d'en parler avec les acteurs présents. Et puis, la mise en œuvre d'un programme d'animation, de promotion, de communication, donc plutôt pour répondre à des objectifs de meilleure compréhension des enjeux du monde agricole, une sensibilisation à la consommation de produits locaux, la pérennité des circuits courts, l'attractivité des métiers, etc. Et puis d'autres actions vont être étudiées par la collectivité. Aujourd'hui, les réunions ont permis aussi de concerter avec la Chambre d'agriculture, avec certains acteurs qui ont participé à la démarche. Et du coup, on va travailler sur l'organisation de filières, sur la diversification des exploitations, sur l'accompagnement à la transition environnementale. Alors, voilà, c'est tout plein de sujets sur lesquels on va travailler ensemble avec les partenaires présents aux réunions. Merci Agathe. François? C'est simplement un petit complément. En fait, de toute façon, oui, on va travailler ensemble sur un certain nombre de domaines. C'est des petites choses toutes simples. Par exemple, sur la formation des agriculteurs, il est sorti des pistes d'action. Ça veut dire qu'il faut qu'on adapte notre plan de formation au plus près des besoins exprimés par la profession agricole. Sur l'agriculture adaptée au changement climatique aussi. Donc, je crois que tout à l'heure, c'est Christian Morel qui en parlait, c'est le partage de l'eau et comment on gère l'eau qui pourrait être disponible pour l'ensemble des usages. Donc ça, c'est un travail qui va être engagé aussi. Et je voudrais partager quelque chose parce que, en fait, on a fait la présentation au bureau de Chambre d'agriculture où il y a 2 élus qui siègent, enfin 3 élus même qui siègent du Val-de-Saône, et ils se sont posés beaucoup de questions et ils sont revenus me voir à la fin de la réunion pour dire il faut qu'on fasse quelque chose de ce type-là, qu'on se projette sur la zone inondable du Val-de-Saône. Qu'est-ce qu'on fait de cette zone inondable? Qu'on se projette tous ensemble. Voilà, donc du coup, on est en train de préparer le cahier des charges pour répondre à leurs demandes. Enfin voilà, ça me paraît important, cette réaction de membres de bureau. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est clair, c'est qu'on s'inscrit dans l'opérationnalité, dans des suites, et c'est concret. C'est vraiment l'objet de cette démarche. Voilà. Nous arrivons donc au bout de cette présentation. Donc là, on a rappelé l'ensemble des coordonnées, des acteurs. Et puis, donc, on voulait terminer également donc, par une citation de Maurice Blondel. Donc, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare, ce qui nous semble très important. Voilà, je vous laisse la main, Camille, si
Oui, très bien. Je vous remercie tous les trois pour cette présentation à trois voix. Ce n'est pas un exercice facile et c'était très, très intéressant de voir ces échanges que vous avez pu avoir. Je crois qu'il y a pas mal de réactions dans les questions-réponses, dans le chat. Donc, je vais laisser Agnès ou Patricia nous faire remonter les remarques des participants. Oui, on a une première question sur la participation des agriculteurs. Vous en avez parlé. Et du coup, quelqu'un se demande comment vous les avez contactés pour participer à ces différents groupes. Je peux peut-être déjà juste ouvrir la première page. Donc, on a commencé à faire émerger le projet avec François, comme il vous l'a très bien dit, pour identifier l'intérêt. Ensuite, on a travaillé avec un comité de pilotage et puis en s'appuyant sur l'expérience du territoire de François pour identifier déjà quelques agriculteurs pour être présents au comité de pilotage, pour qu'ils soient un petit peu qui puissent en tout cas nous présenter un petit peu les enjeux agricoles sur le territoire. Donc on avait la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, on avait la communauté de communes qui était présente autour de la table, et puis ces quelques agriculteurs. Et donc à partir des échanges au sein du comité de pilotage et de les typologies des acteurs qu'on voulait qu'ils soient présents autour de la table, on a fait un travail d'identification de noms. Et ensuite, chacun a joué son rôle, notamment les acteurs territoriaux, pour nous ouvrir la porte avec Céline en prenant le téléphone à l'occasion de rencontres sur le terrain. Donc, la présidente a joué vraiment son rôle, présidente de la communauté de communes, vraiment son rôle en prenant le téléphone, en nous disant « c'est bon, vous pouvez y aller, j'ai préparé le terrain, vous serez bien reçus, ils seront présents aux réunions », ce qui a été le cas. François, je te laisse compléter. Que dire, de toute façon, c'est un travail des différents partenaires pour ouvrir les portes. Et c'est vrai que quand Jérôme ou Céline nous rappelaient les agriculteurs, ils les appelaient aussi de ma part. La Chambre d'agriculture est connue des agriculteurs de terrain. Donc, c'est plus facile quand on ouvre les portes. Et en général, ils acceptent. Il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là. D'autant plus qu'on les mobilise sur des réunions de courte durée. Enfin, je répète, ça me paraît hyper important. Alors, pour compléter également, c'était des réunions en soirée. C'était aussi pour pas qu'on perde aussi des acteurs comme type artisans, notamment, pour être présents, donc à partir de 20h. Et puis, ce qu'ils ont apprécié, peut-être Agathe pourra le dire également, c'est qu'il y avait un début et il y avait une fin. Donc, il y avait un planning de posé et donc les gens ont pu facilement aussi s'organiser. Tout était planifié. Donc ça, c'est aussi appréciable et c'est clair quand il y a un début, une fin et les personnes savaient à quoi s'attendre. Et vraiment, en tout cas, les acteurs agricoles, comme les autres acteurs d'ailleurs, ont vraiment apprécié de créer un vrai SAS qui n'est pas a priori très courant sur les territoires où souvent on travaille en silo avec plutôt les typologies des acteurs les uns avec les autres. Et bien là, on a vraiment créé un temps d'échange croisé et ça a été vraiment fortement apprécié. Agathe, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, vous avez déjà tout dit. Après, sur comment les agriculteurs ont été contactés, moi je suis arrivée après cette phase de sollicitation des acteurs, mais il me semble qu'il y avait une sorte de répartition un petit peu des tâches, entre guillemets, pour les contacter, peut-être en fonction des affinités et tout. Et que voilà, en gros, les membres du COPIL sont allés contacter les agriculteurs participants. Et pour compléter par rapport au profil des agriculteurs, donc il a été souhaité aussi de mettre autour de la table des productions différentes, des systèmes différents, voilà, pour que ça soit un peu représentatif en fait du territoire Cap-Val de Saône. Je dirais quand une institution comme Chambre d'agriculture, parce que c'est comme une institution et la collectivité avec les élus s'intéresse à l'agriculture localement, ils deviennent motivés très rapidement parce qu'ils se sentent aussi reconnus et puis être écoutés. Souvent, dans notre introduction, quand on a été les sollicités, c'est un comité de pilotage, comme le dit très bien François, une communauté de communes, une chambre d'agriculture qui dit on vous appelle parce qu'on a pensé à vous et on a besoin de vous, de votre expérience, de votre regard, de votre ressenti, de votre sensibilité. Et voilà, comme le dit François, c'est une reconnaissance aussi de la personne. Et en fait, on n'a pas eu de portes qui sont fermées, mais plutôt on est rentré par la fenêtre et rapidement on nous a ouvert la porte. Voilà.
Il y a plusieurs questions que je vais regrouper sur justement les pistes d'action opérationnelles qui ont émergé suite aux ateliers qui ont été organisés. Est-ce que du coup le rendu des ateliers est disponible et consultable, et est-ce que c'est possible peut-être d'illustrer avec des exemples concrets qui ont émergé, des pistes d'action? Vous évoquiez, il y avait 9 pistes d'action qui ont émergé. Est-ce que c'est possible de donner quelques éclairages aux participants, même s'il y a quelques points sur la formation, sur la cuisine centrale qui ont été évoqués, et peut-être d'en donner d'autres, et puis d'expliquer si cette méthode a permis de faire émerger des projets collectifs. On parlait tout à l'heure en introduction, la démarche très individuelle. Est-ce que ça a permis de solliciter et de faire émerger une réflexion collective autour des enjeux de l'agriculture sur le territoire? Alors, il faut faire la distinction. Donc, ce qui a émergé dans un premier temps, c'est 9 types d'agriculture. Ces types d'agriculture n'ont pas forcément de lien entre elles sur le papier. Et sur ces types d'agriculture, donc concrètement, il y a eu des types d'agriculture qui s'appuient en fait sur une interaction, par exemple, avec les consommateurs, ou des types d'agriculture qui vont s'appuyer en 2035 justement sur le collectif. Le groupe a souligné que si on veut retrouver une agriculture en 2035 sur ce territoire Cap-Val-de-Saône, il faudra sûrement s'appuyer sur un collectif. Et le collectif, à tout niveau, aussi bien en capacité de se structurer autour d'une filière, mais du collectif autour de la communication, autour peut-être de magasins de producteurs, autour aussi de fermes ouvertes qui pourraient aussi se mettre en réseau. Donc ça, c'est vraiment les types d'agriculture qui sont ressortis, autour aussi d'une agriculture qui sait s'adapter aussi au changement climatique. Nous avons également eu des types d'agriculture qui étaient liés au foncier, des questionnements aussi autour du renouvellement des générations, en ouvrant la porte aussi à des nouvelles formes d'installation, en encourageant peut-être les orcades familiaux, en leur laissant la place aussi peut-être sur les fermes déjà existantes pour avoir l'accès au foncier, faire appel aussi aux salariats, des modes de financement aussi différents, avec un groupe aussi qui a ouvert la porte, pourquoi pas, du financement participatif sur des projets d'installation, plutôt en maraîchage, plutôt avec une commercialisation en vente directe, en local. Pourquoi pas bio, mais ce n'était pas non plus quelque chose qui est ressorti plus que ça. En tout cas, du local, des productions plutôt éthiques et vraiment des producteurs en lien avec le consommateur. Par contre, aussi un axe avec un type d'agriculture qui va dépendre aussi du consommateur et aussi sa capacité à prendre conscience que ces modes de consommation influencent également les modes de production. Donc, il va falloir aussi travailler aussi avec le consommateur pour qu'il puisse consommer des produits plutôt de saison, des produits plutôt locaux. Et puis, il va falloir aussi que lui s'adapte. Il n'y a pas que l'agriculture qui doit s'adapter, mais le consommateur également. En piste concrète, il y a eu par exemple tout un volet autour de l'accompagnement de l'agriculture, justement en lien avec l'adaptation au changement climatique, la nécessité de faire des diagnostics, accompagner l'agriculteur pour qu'il lui aussi se mette en pause, pour l'accompagner sur ces phases de transition, des études peut-être qui seraient pertinentes, des études de marché. Il ne suffit pas d'encourager par exemple une production locale, encore faut-il avoir le marché, donc avoir une vraie photographie justement des circuits déjà de distribution existants, les débouchés possibles. Donc ça aussi, ce sont des actions qui sont sorties concrètement. Autour de la communication, des fermes ouvertes, l'idée peut-être aussi de créer peut-être un petit concours aussi avec les écoles pour mettre en place un petit peu un sac pour aller chercher ces produits locaux dans les fermes. Voilà, tout ça est ressorti dans le cadre, cette fois-ci, des 46 pistes d'action indépendantes finalement des types d'agriculture, puisqu'on est en 2035, et les pistes d'action nous renvoient plutôt sur le chemin d'aujourd'hui pour nous conduire jusqu'en 2035, avec des pistes d'action, comme l'a très bien dit Agathe, qui sont déjà amorcées sur le territoire, notamment en termes de communication, avec déjà des choses qui sont faites par la communauté de communes qui demandent à être plutôt renforcées. Je vous laisse compléter, hein. N'hésitez pas, François, Agathe, si vous souhaitez. Tu as à peu près tout dit. Je vais dire que c'est très bien. Après, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail des 46 actions non plus. Mais il y avait la question, je crois, de savoir si c'était diffusable. Oui, ah oui. Alors, le document ne nous appartient pas. Il appartient plutôt au comité de pilotage. Le choix qui a été fait dans un premier temps, c'est que il y a eu une diffusion à l'ensemble en fait, des membres du groupe. Donc ça a été quand même un minimum leur retour. Donc c'est un petit livret
qui fait quelques pages, et à ce stade-là, n'a pas été évoqué une diffusion grand public de la production. Enfin, pour compléter, je pense que les éléments qui en ressortent sont tellement propres à chaque territoire que bon, c'est toujours intéressant hein, de diffuser les travaux qui ont pu être faits, mais voilà, un territoire, ce ne serait pas duplicable tel quel en termes de résultats, hein, je dis, en termes de méthode, sur un autre territoire. Patricia, je te laisse reprendre la main, ou Agnès. Non, mais justement, il y a une personne de la communauté de communes du Clunisois qui demande comment faire pour mettre en œuvre cette démarche sur le territoire. Comment on fait? J'appelle et on va réfléchir après. Avec la collectivité. On fera nous le lien avec la chambre d'agriculture départementale pour savoir un petit peu comment on peut s'articuler. L'enjeu, nous, c'est vraiment avec Céline, c'est qu'on impulse en fait la démarche, on puisse peut-être coordonner et puis accompagner la chambre départementale, mais comme vous l'avez bien compris, les suites appartiennent beaucoup moins à la chambre régionale, mais c'est plutôt une articulation avec la chambre d'agriculture départementale qui permet vraiment d'alimenter et de mettre en œuvre en fait le volet opérationnel de la démarche. Donc dans un premier temps, oui, vous aurez à avoir nos coordonnées, il suffit de prendre contact avec nous et on fera, comme on a pu faire avec la chambre d'agriculture de Côte-d'Or sur Cap-Val-de-Saône, des premiers échanges, poser un petit peu les enjeux, voir si l'outil aussi est pertinent par rapport au contexte. Hein. Il faut se méfier toujours des outils. Hein. Donc, il faut rentrer plutôt par les objectifs et voir si c'est bien l'outil le plus adapté. Pour notre expérience à nous, ça peut être très simple. Hein. Disons qu'on a eu un contact avec Jérôme, moi j'ai eu un contact avec Jérôme et Céline. Après, j'ai contacté la présidente de la Comcom et on a fait une petite réunion à 3 pour présenter la méthode. Et puis après, je dirais que ça roule. On déroule la méthode. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un contact entre le responsable de Chambre d'agriculture et le président de la Comcom. Il y a une question du coup de la SAFER, plus spécifiquement sur la transmission des exploitations agricoles. La SAFER souhaiterait mener une réflexion justement pour réaliser des diagnostics changement climatique lors de la transmission d'exploitation. Et du coup, la question, c'est est-ce que les chambres d'agriculture ou d'autres acteurs réalisent déjà ce type de diagnostic à l'échelle des exploitations et qui solliciter? Alors, François pourra compléter. À ma connaissance, en fait, il y a deux choses qui sont envisageables aujourd'hui. Il y a réellement un vrai diagnostic de transmission à l'heure qu'un outil donc, qui est piloté par les chambres en disant qu'on peut accompagner l'exploitant vraiment pour faire la photographie de son exploitation, lui faire émerger vraiment ses points forts et puis des points un peu plus sensibles dans le cadre de la transmission. Ça veut dire que son projet est vraiment mûr et il est prêt à transmettre. Et on fait un document plutôt pour mettre en avant l'exploitation et donner envie plutôt à un repreneur. Et puis, ce qui peut être aussi envisagé avec des audits, notamment transition, financés par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, c'est de se dire, quelques années peut-être avant vraiment la cession de mon exploitation, on peut accompagner aussi l'exploitant à se mettre sur pause et également à lever un petit peu la tête pour savoir un petit peu ce qu'il attend, l'accompagner à se projeter un petit peu sur ses attentes, comment il voit la suite, une transmission familiale, un approche familial, ses motivations, qu'est-ce qu'il a envie de faire encore évoluer sur sa ferme. Donc ça aussi, c'est des choses aussi qui sont en tout cas dans les tuyaux pour essayer d'accompagner aussi les cédants. Je pense que sur une phase de transition, de transmission, il y a différents temps. Alors souvent, on parle même qu'il faut s'y prendre 5 ans à l'avance sur une transmission, mais voilà, quelqu'un aussi, quelques années avant vraiment la cession de sa ferme, en fait, il y a beaucoup de questions qui se télescopent, donc on peut bien évidemment l'accompagner sur ce type de travail. François, je ne sais pas si tu veux compléter. Tu as été complet. On a quand même un intérêt d'avoir une démarche de territoire en amont.
Parce qu'à chaque fois qu'on intervient dans une exploitation agricole, que ce soit pour du conseil, pour que ce soit de la transmission, ou que ce soit sur l'installation, je dirais qu'il faut vraiment qu'on lève la tête et qu'on prenne en compte les acteurs du territoire, le contexte du territoire, pour faciliter la transmission ou l'installation. Et l'outil qui est développé qui est financé et porté par le conseil régional et que tu as présenté, c'est un bon outil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y a une question sur la méthode utilisée pour que les participants s'expriment lors des ateliers. Voilà, un rapporteur par table ronde, des post-it. Vous avez parlé des grillaphomes. Mais du coup, comment c'était utilisé? Est-ce qu'il y avait des supports de présentation? Voilà, sur la méthode. Justement, les acteurs, et en plus on est encore dans une méthode, on est en train de décliner la prospective sur un autre territoire là, avec Céline, on était encore en réunion hier soir. Les acteurs nous remercient puisqu'on n'utilise pas le post-it. Et donc ils nous disent un grand merci puisque le post-it, on en a usé, on en a fait beaucoup, on n'en peut plus du post-it. Donc nous n'utilisons pas de post-it. Voilà, les choses soient claires. Donc, on utilise plutôt un espace où on essaye, souvent sur R1, R2, des personnes autour des tables. Ils sont identifiés. On arrive à les identifier aussi par des numéros pour nous permettre en fait une prise de notes. Et en fait, on va chercher plutôt la parole pour les solliciter. On reste très vigilant pour que chacun puisse s'exprimer. On limite aussi quand même les temps de parole. On évite aussi tous les débats. Et ça aussi, c'est très important pour faciliter en fait la prise de parole par tout le monde, puisque l'enjeu en fait, c'est pas de débattre, c'est de s'exprimer, de s'écouter et de pas rechercher de consensus entre ce qui est exposé sur la table. Non, il n'y a pas de jugement de valeur non plus sur ce qui s'exprime. Donc ça, c'est très important. On utilise quelquefois aussi une phase un petit peu de réflexion personnelle pour faciliter les choses. Ce qui permet après, on demande aux gens de relire ce qu'ils ont pu noter peut-être en notes. On utilise aussi des mouvements dans l'espace sur des échelles de notation. On a utilisé aussi hier soir notamment des gommettes pour pouvoir évaluer les choses. Et puis, ce qui est très important aussi, on a fini aussi par un verre de l'amitié. Et croyez-moi, pendant les années Covid, c'était compliqué, puisqu'on les avait perdus. Et ça fait partie aussi de la bonne relation, aussi de l'animation au sens large du terme. Donc ça, c'était aussi très important. Céline, si tu veux compléter. Non, je voulais juste compléter aussi pour dire qu'on travaillait, en fait, on travaille avec le groupe en entier. On ne fait pas de sous-groupe. Hein. Le groupe de 20-25 personnes, on reste tous ensemble. Et donc, on se partage les tâches entre Jérôme et moi, avec plutôt Jérôme à l'animation. Et puis, il faut qu'il y ait quelqu'un, donc là, en l'occurrence, c'est plutôt moi, qui prend l'ensemble des interventions. Donc, tout est vraiment noté pour que nous, ensuite, on ait toute la matière nécessaire pour retravailler et puis enchaîner les réunions les unes après les autres. Donc voilà, on se partage de cette façon-là, donc pas de sous-groupe, pas de sous-atelier et pas de rapporteur. Du coup, hein, on travaille tous les deux avec l'ensemble du groupe sur les 2h30 de réunion. Donc ça nécessite, pour animer cette méthode d'avoir un duo, donc en l'occurrence Céline et moi, voilà, plutôt qui fonctionne, où on se comprend pour pouvoir après notamment travailler toute la matière collectée. Et c'est plutôt à ce moment-là qu'on travaille sur cette grille à FOM, notamment. Et après, elle est restituée aussi sur une forme un peu particulière au groupe qui vient valider et qui arrive à reconnaître aussi toute sa production. Donc, il y a un vrai climat de confiance qui se met en place entre nous et puis le groupe, puisque le groupe voit bien en fait qu'on est vraiment là pour relayer leur prise de parole et toute la matière qu'ils ont pu nous mettre sur la table. Je vous remercie tous les trois pour votre intervention et merci aussi aux participants pour les nombreuses questions, réactions qui permettent aussi de faire vivre ce type de webinaire et puis d'enrichir en fait, les échanges qu'on a. On va pouvoir passer à la suite. Donc évidemment, quand on parle d'adapter l'agriculture aux effets du changement climatique, il faut prendre en compte les spécificités en fait, des filières qui sont
filières agricoles et leur sensibilité propre au changement du climat. Et par exemple, les systèmes herbagers, ils ont une sensibilité particulière au changement climatique du fait de leur altitude, des types de sols et puis de la spécialisation des productions sur ce type de système. Et donc, comme on va le voir, le programme RESIST, il vise à la fois de comprendre les effets du changement climatique sur ce type de système herbager et puis d'impliquer les agriculteurs dans la recherche et la mise en œuvre de solutions pour pouvoir s'adapter. Et c'est ce que va nous expliquer donc Didier Touraine de la Chambre interdépartementale d'agriculture du Doubs et du territoire de Belfort, qui, comme je vous le disais, n'est pas là aujourd'hui, mais on a pu enregistrer son intervention. Et je vous invite à continuer à réagir dans le module questions-réponses, même si Didier n'est pas là, puisque donc Jérôme Lamonica, qui est aussi impliqué sur ce projet RESIST, pourra répondre à vos questions. Donc voilà, que ce ne soit pas un frein aux échanges qui suivront la diffusion de la vidéo. Je vous invite vraiment à continuer à favoriser les échanges. Alors, je vous passe tout de suite la vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Touraine, chargé de mission agronomie et environnement à la Chambre d'agriculture Doubs territoire de Belfort. Et j'anime également le programme RESIST avec 3 autres collègues. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce matin, car mon emploi du temps ne le permettait pas. Donc, c'est pourquoi cette séquence a été enregistrée il y a 2 jours. Donc, le programme RESIST est un programme qui est financé par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, par la région Bourgogne-Franche-Comté et par le département de l'Ain, avec en partenaires techniques les chambres d'agriculture Doubs territoire de Belfort, la chambre d'agriculture du Jura, la chambre d'agriculture de l'Ain, l'Institut de l'élevage, l'ARDAR et le chef de file de ce projet est la chambre régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Les objectifs du projet RESIST, donc ce projet a été mis en place il y a quelques années sur le massif du Jura. Donc RESIST signifie résilience des systèmes herbagers face au changement climatique. L'objectif est de caractériser et de comprendre l'évolution du climat sur le massif du Jura en utilisant l'outil Climat 21 qui permet de faire des observations et des projections du changement climatique sur la base des simulations qui sont fournies par le web, par le GIEC. Ça permet de faire prendre conscience aux agriculteurs, aux interlocuteurs des évolutions concrètes du climat, à la fois sur des données climatiques et sur des données agroclimatiques, comme par exemple les seuils de survenue des 200 degrés ou des 800 degrés, les dates de fauche, comment elles vont s'avancer, les évolutions de température, les évolutions de précipitations, à l'échelle des 6 sites sur lesquels nous avons travaillé sur le massif du Jura. Ça permet donc d'avoir une vision à moyen et à long terme, de dégager des tendances et de faire réfléchir les acteurs sur les évolutions du changement climatique. Ça permet également de sensibiliser l'ensemble des acteurs pour se projeter et sur inciter à l'action et au mouvement. Donc ce programme a été mis en place et animé entre 2019 et 2022 au cours de 6 ateliers, dont 3 dans le Doubs avec des agriculteurs produisant du lait, un groupe bovin-lait et un groupe ovin dans le département du Jura et un groupe bovin-lait dans le département de l'Ain. Ces groupes, donc le programme RESIST s'appuie sur l'animation d'ateliers qui permettent de réunir non seulement les agriculteurs, mais aussi les partenaires des agriculteurs, les collectivités locales, les filières, l'administration, les élus locaux, les collectivités, afin de réfléchir ensemble sur les conséquences du changement climatique et sur l'adaptation des filières agricoles. Je vais vous présenter le bilan des ateliers qui se sont déroulés dans le département du Doubs, sachant que des ateliers similaires se sont également déroulés dans le Jura et dans l'Ain.
Au niveau du département du Doubs, donc, nous avons animé trois ateliers, enfin 3 groupes d'agriculteurs. Nous avions un groupe sur le premier plateau qui réunissait les agriculteurs du CETA de Mamirol et du CETA de Quingé, donc ce sont des groupements d'agriculteurs préexistants. Et à chacun de ces groupes, on associait également les partenaires locaux. Nous avions un second groupe plutôt frontière suisse au Doubs, sur le secteur allant de Pontarlier à Morteau. Et enfin, un troisième groupe sur le plateau, second plateau, donc, qui réunissait le GEDA de Bellerme et le GEDA 2000, donc, qui est situé sur Pierrefontaine-les-Vins. Donc environ 50 agriculteurs, les collectivités locales, les parcs naturels régionaux, les partenaires du monde agricole, la filière, CIGC, URFAC, Grand Besançon Métropole, les Pageaux Doubs Haute-Cloux ont également participé à ces ateliers. Alors pour le département du Doubs, chaque groupe a été mobilisé au cours de 3 journées. La première journée a eu lieu sur les mois de janvier et février 2021, avec une matinée consacrée au constat du changement climatique et au constat des conséquences déjà subies par les éleveurs, donc sur la base des outils Climat 21 et des simulations du GIEC pour le futur, et également sous forme d'échanges et de témoignages d'agriculteurs sur les conséquences déjà subies dans leur ferme depuis quelques années. L'après-midi était consacré aux pistes d'adaptation face au changement climatique. Donc on a demandé aux agriculteurs de livrer sans frein et sans se restreindre toutes les pistes d'adaptation qu'ils pouvaient imaginer face au changement climatique sur différentes thématiques: le territoire, l'aménagement du parcellaire, la gestion du troupeau, l'autonomie fourragère, l'eau, l'énergie, les bâtiments. Ensuite, quelques semaines après ce premier atelier, les agriculteurs ont été à nouveau réunis sur une deuxième journée où on leur a présenté les pistes d'adaptation qu'ils avaient évoquées, en retenant celles qui semblaient prioritaires et sur lesquelles ils souhaitaient travailler en priorité. Et les conseillers de la Chambre d'agriculture ont apporté différents éléments techniques, économiques, en matière de facilité de mise en œuvre, de freins, de vigilance, également de références pouvant exister sur ces thématiques. On a également fait de la simulation du changement climatique et de l'adaptation des fermes en utilisant l'outil Rami fourrager, qui permet d'introduire des simulations. Par exemple, quelles sont les conséquences d'une baisse de production de 20 ou de 30% de l'herbe, et quels sont les leviers qu'un agriculteur peut actionner sur sa ferme. Donc c'est un outil qui permet ce genre de simulation. Et puis donc c'était une journée qui était consacrée aux échanges d'expériences sur les différentes thématiques qui ont été abordées au cours de ces journées. La troisième journée a eu lieu en début d'année 2022 sous forme de visite de fermes ayant déjà mis en œuvre des mesures d'adaptation ou d'atténuation face au changement climatique. Donc, ces 3 journées, donc, pour les 3 groupes, se sont déroulées chez des agriculteurs qui ont participé à ces ateliers, et elles étaient ouvertes à l'ensemble des agriculteurs du département et aux partenaires du monde agricole. Alors, ces 3 journées ont mobilisé plusieurs conseillers de la Chambre d'agriculture qui ont chacun leur domaine de compétences, même si on a des compétences transversales. Et donc, ces conseillers sont Isabelle Forgue, qui est plutôt spécialiste de l'eau et des énergies, Séverine Lebeau-Humblot, qui est conseillère forestière et spécialiste de l'agroforesterie et des haies, Jean-Marie Courty, notre spécialiste fourrage troupeau, et puis moi-même dans le domaine de l'agronomie. Donc, les pistes d'adaptation qui sont issues de ces ateliers ont été formalisées
ont été travaillées. Elles ont été synthétisées au niveau de l'ensemble des ateliers qui ont eu lieu dans le Jura, dans l'Ain et dans le Doubs, pour aboutir à l'élaboration d'une cinquantaine de fiches thématiques déclinées dans différents thèmes. Ici, vous avez quelques photos qui représentent les visites du 3e atelier pour le département du Doubs. Donc, on a réuni les agriculteurs en janvier à Déservillers, au GAEC du Rocheret. Donc, il y a une exploitation d'agriculture biologique qui est déjà engagée dans des mesures d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique. Deuxième journée avait lieu à Villers-le-Lac le 26 janvier au GAEC des bassins du Doubs, avec également des exemples d'adaptation face au changement climatique. Et enfin, une 3e journée donc, pour le 3e groupe d'agriculteurs, donc au GAEC des Charmes, où également plusieurs actions sont mises en place depuis plusieurs années pour faire face au changement climatique. Et donc l'objectif était d'inviter les agriculteurs qui avaient participé aux journées Résiste, mais également l'ensemble des agriculteurs et partenaires afin d'utiliser ces retours d'expérience et de partager ces acquis. Le projet Résiste a permis de réaliser un catalogue d'une trentaine de fiches d'adaptation. Donc, après un travail de sélection et de regroupement des différentes pistes d'adaptation qui avaient été abordées. Et donc, ces fiches sont en cours de finalisation et seront bientôt disponibles sur nos sites internet. Et donc, elles reprennent, elles sont classées par thématique. Elles reprennent une description générale de la piste d'adaptation, l'intérêt de la mise en place de cette mesure d'adaptation et sa facilité de mise en œuvre ou sa difficulté de mise en œuvre au niveau investissement et au niveau technique. Les clés pour la réussite de la mise en place de cette piste d'adaptation et les points de vigilance. Et enfin, les personnes ressources dans les 3 chambres départementales d'agriculture, donc l'Ain, le Jura et le Doubs. La suite du projet Résiste, c'est la mise en place de réseaux de fermes pilotes avec 6 fermes qui vont être positionnées dans le Doubs, le Jura et l'Ain. L'objectif est d'aller plus loin dans la faisabilité technique et les conséquences économiques de la mise en place de pistes d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique, de rechercher des solutions innovantes, de chiffrer les conséquences en matière de bilan carbone, de résultats économiques, et puis de faire monter en compétences les conseillers, développer notre argumentation et de servir de vitrine pour l'ensemble des agriculteurs. Donc les fermes pilotes et résistent, c'est avant tout de l'adaptation face au changement climatique, mais également en gardant à l'esprit l'importance de l'atténuation. Les pistes d'adaptation qui vont être retenues sont également des pistes qui sont neutres ou bénéfiques en matière d'atténuation. On a un fort ancrage territorial en lien avec les filières. C'est la mise en place de tests d'expérimentation avec les agriculteurs qui sont au centre du projet et un projet également transversal qui associe également les partenaires du monde agricole. Donc ici, vous avez une localisation des 6 fermes pilotes qui sont retenues pour la suite du programme Résiste. Donc le GAEC du Rocheret à Déservillers, le GAEC du Platane à Arèche, le GAEC Jeannin-Gros à Vilsaint, le GAEC des Péris à Valzin en Petite Montagne et le GAEC sur Charis à Chanay. En guise de conclusion, je voudrais
dire que le programme RESIST s'inscrit en fait dans une opportunité de changement de pratique qui voit la convergence de différents enjeux. On vit une période de crise climatique, crise économique avec la flambée du cours des intrants, énergie, engrais, aliments. Également, on a des enjeux très forts en matière de biodiversité, de qualité de l'eau. Et je pense qu'on a rarement eu une telle convergence de problématiques à traiter. Et je pense qu'on a une vraie opportunité de faire converger justement toutes ces thématiques en remettant au cœur de la réflexion les fondamentaux de l'agronomie, parce que les solutions qui permettront de valoriser au mieux son potentiel, ses parcelles, les sols, de gagner en autonomie fourragère et protéique, sont des solutions qui vont avoir moins de recours aux intrants extérieurs et qui finalement vont permettre une meilleure résilience des exploitations, non seulement face au changement climatique, mais également face aux aléas de marché. Et l'idée, l'enjeu et le défi que l'on doit relever, c'est justement la convergence de solutions qui soient bénéfiques à tout point de vue. Et c'est la tâche à laquelle les chambres d'agriculture s'attellent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup de questions dans l'onglet discussion et questions-réponses. J'avais eu l'occasion du coup de discuter avec Didier Touraine et de lui poser 2 questions. Je vais également vous les diffuser, parce que ça apporte un complément assez intéressant. Et puis comme ça va laisser le temps aux participants de poser leurs questions dans le chat. Et quand vous évoquiez les pistes d'adaptation et la réflexion sur les freins ou les vigilances, qu'est-ce qui est ressorti un petit peu? Quels sont les principaux freins qui sont évoqués par les agriculteurs sur la mise en place d'actions d'adaptation? Alors, les freins peuvent être d'ordre économique ou financier. Donc, par exemple, quand les agriculteurs se posent la question d'investir dans un séchage solaire pour mieux valoriser l'herbe présente dans leur ferme, ça s'accompagne par une réflexion importante au niveau économique parce que ça représente un investissement qui est assez conséquent. Donc il faut bien peser ces investissements au regard des économies qui vont être réalisées en matière d'achat de concentré et puis grâce à une meilleure valorisation de l'herbe. D'autres points de vigilance, c'est par exemple, et ça c'est plus des apports que l'on peut faire nous avec les références que l'on a, c'est de bien montrer que, par exemple, pour faire pousser de l'herbe, rajouter de l'azote, c'est un facteur qui permet d'augmenter les rendements, mais face aux aléas climatiques, on a des références qui montrent que l'impact du climat est bien plus important que l'impact de la dose d'azote. Autrement dit, des années chaudes et sèches comme on en a connu en 2015, en 2017, en 2018, voire 2019 et 2020 dans certains secteurs, on peut observer des chutes de rendement de l'ordre de 30 à 40% à la dose maximale d'azote dans nos essais, alors que l'azote qui va être apporté peut faire varier plutôt de 15 à 20% l'augmentation de la production d'herbe. Donc, tout ça, c'est pour montrer qu'on est déjà limité dans le cahier des charges des AOP en termes de dose d'azote, et l'azote n'est pas une solution viable face au changement climatique, parce que l'impact du manque d'eau et de l'excès de température est bien plus important et ne peut pas être compensé par une augmentation de la dose d'azote. D'accord. En termes de suite, donc vous avez évoqué le catalogue des solutions qui est bientôt disponible et la mise en place d'un réseau de fermes pilotes. Quelles sont les
les leviers que vous allez mobiliser justement pour essayer d'essaimer ce type de solution? Comment est-ce que vous misez sur justement la sensibilisation des agriculteurs ou plutôt la formation des agents de la Chambre d'agriculture ou d'autres choses? En matière de communication, je dirais que toutes les idées sont bonnes à prendre et tous les modes de communication sont à encourager et à utiliser. Parce que pour être efficace, il faut être varié dans sa communication. Donc on utilise les acquis du programme Résiste dans le cadre d'articles de presse, dans le cadre de bulletins techniques qui peuvent être envoyés aux agriculteurs sur d'autres thématiques. Par exemple, on a un bulletin à la Chambre d'agriculture du Doubs sur la qualité de l'eau et l'amélioration des pratiques agricoles en lien avec la qualité de l'eau. Et dans ce bulletin, on fait parfois référence à des acquis ou à des réflexions qui ont eu lieu dans le cadre du programme Résiste. On propose également des formations pour les agriculteurs sur l'autonomie fourragère en lien avec le changement climatique. On accompagne également tous les jeunes en cours d'installation lors d'une demi-journée de sensibilisation à l'agroécologie. Et au cours de cette demi-journée, ils ont également une sensibilisation au changement climatique. Donc, tout jeune qui s'installe est sensibilisé au changement climatique. Et puis, on a l'opportunité de faire appel à différents programmes d'aide pour accompagner les agriculteurs, par exemple pour l'implantation de haies. Donc là, ce sont des suivis individuels. On a également des essais qui sont mis en place dans le département sur des cultures fourragères adaptées au changement climatique et aux températures élevées ou au manque d'eau. Et donc, c'est la convergence de tous ces moyens qui permettent de sensibiliser les agriculteurs tout au long de l'année et sur la durée. Je vous remercie pour ces précisions. Voilà. Alors, j'espère que cette présentation a pu être efficace. Est-ce que Agnès, Patricia, je vais me tourner vers vous pour savoir s'il y a des questions dans le chat. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de questions, mais ça va venir le temps que chacun puisse écrire. Il y avait une question sur le GAEC mobilisé. Alors, je ne sais pas si Jérôme, tu pourras répondre, savoir le GAEC à Valzin, de quel GAEC s'agit-il? Je ne sais pas si tu auras les éléments de précision. Si, en fait, c'était précisé sur la carte, ça doit être le GAEC des Péris, en fait. L'enjeu sur le massif du Jura, quand on avait échangé, quand on a fait émerger le projet, notamment en lien avec le commissaire de Massif, il y avait le souhait en fait, de ne pas faire qu'un focus uniquement sur la production bovin-lait, donc qui est plutôt concentré sur les groupes dans le Doubs, et c'était de saisir l'opportunité d'aller aussi travailler avec d'autres filières, et notamment la spécificité aussi que nous avons dans le Jura, c'est notamment sur le secteur de la petite montagne, d'avoir la présence d'ovins caprins, et donc c'est de tenir compte aussi d'autres productions, et notamment sur cette ferme-là, puisque nous sommes en production d'ovins-viande, donc pour étoffer un petit peu le travail qui est fait, et pas de se concentrer uniquement sur bovin-lait, mais d'ouvrir la porte également sur d'autres productions, donc là, en l'occurrence, sur ovins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en parallèle, je vous ai mis quelques ressources mobilisables et téléchargeables sur les questions des facteurs clés de mobilisation des acteurs agricoles et forestiers sur l'adaptation au changement climatique. Du coup, moi, Jérôme, j'en avais peut-être une dans l'intervention. Il était précisé effectivement qu'il y avait des publications qui seraient bientôt disponibles. Donc, où est-ce que les participants pourront retrouver la publication? Et si c'est possible, sur les 30 fiches qui seront rédigées, peut-être de donner quelques éclairages sur une ou deux qui te paraissent particulièrement intéressantes de ce qui ressort du programme. Alors, ça sera téléchargeable sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté, comme au niveau d'Oracle. Après, ce qui était intéressant, c'est pour s'approprier les fiches, c'était aussi un travail par thématique pour faciliter l'appropriation.
L'enjeu pour nous, hein, Didier l'a très bien dit, c'est d'essaimer un peu ces fiches, mais c'est également étoffer la boîte à outils du conseiller. Donc ça aussi, ça c'est très important. Il y a des travaux autour des haies, qui sont aussi un outil aujourd'hui qui est vraiment remis en avant, à la fois pour le bien-être animal, mais également aussi pour la partie culture. Du travail également autour de l'aménagement des bâtiments, un travail sur les ventilations, par exemple, aussi, qui me paraît aussi très intéressant. Des choses autour de culture, hein, autour des prairies, hein, voilà, des techniques comme du sursemis, des choses comme ça aussi qui sont évoquées dans ces fiches. Voilà. Autour du stockage de fourrage, autour du stockage d'eau aussi pour l'abreuvement. Avec la récupération d'eau de pluie, voilà, qui est confortée également. Voilà ce que je pourrais dire. Ouais, il y a une question sur la dimension sociale, à savoir, est-ce qu'il y a l'idée de créer des structures d'insertion pour travailler justement avec les filières? Je pense que l'entrée est très production et filière agroalimentaire. Enfin, est-ce que voilà, vous avez évoqué la dimension sociale des potentiels projets? Le projet Résiste était plutôt centré vraiment sur l'exploitation agricole. Donc avec en priorité vraiment une évolution des pratiques sur l'exploitation, voire une évolution du système. Donc après, on n'a pas réinscrit aujourd'hui, en tout cas, les pistes d'adaptation à l'échelle plutôt d'une filière et à l'ouvrir avec les autres acteurs du territoire. Même si, bien évidemment, la filière, notamment Comté, est invitée et est autour de la table, mais en tout cas, on ne s'inscrit pas vraiment sur cette notion de filière avec l'amont jusqu'à l'aval, en ouvrant d'autres pistes d'adaptation en dehors de l'exploitation agricole. On est vraiment centré sur l'exploitation, on s'éloigne un petit peu de la démarche prospective qui se voulait plutôt multi-acteurs, et notamment ça se retrouve sur les pistes d'adaptation. Là, on est vraiment centré sur des solutions sur l'exploitation agricole, bien évidemment quand même en lien avec quand même un contexte territorial et un contexte de filière, mais on est quand même plutôt centré sur l'exploitation agricole. Merci pour ces précisions. On remercie également Didier Touraine de s'être prêté au jeu de l'enregistrement de son intervention, ce qui a plutôt bien fonctionné. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer. Alors, avant de conclure ce webinaire, on voulait revenir sur les suites de cette dynamique régionale sur l'adaptation au changement climatique et les principaux temps forts qui auront lieu en 2022. Alors, comme vous l'avez vu, on a une dynamique partenariale qui est engagée autour de l'adaptation au changement climatique au niveau de la région, avec donc l'ensemble des partenaires dont les logos s'affichent à l'écran et que j'ai mentionné en début de webinaire. Et puis, plusieurs temps forts donc, pour mobiliser, sensibiliser autour de ces enjeux d'adaptation au changement climatique, donc sur des thématiques au sens large, avec le prochain temps fort qui sera une journée régionale dédiée à l'adaptation qui aura lieu le 7 juillet prochain dans les locaux du Conseil régional à Dijon. Donc. Cette journée se fera en présence de la présidente de région et du préfet et avec l'intervention d'un grand témoin qui est Benoît Leguet, qui est membre du conseil du Haut Conseil pour le climat et qui est aussi le directeur d'I4CE, donc l'Institut pour l'économie du climat. Les cibles de cette journée, c'est à la fois les organisations régionales dans différents domaines et puis les collectivités. On cible plutôt un public directeur, mais tout le monde est bienvenu, et notamment grâce à la possibilité de suivre l'événement en ligne, donc qui sera proposé. Il y a un site dédié à l'événement qui est aussi disponible. On vous fera passer le lien sur lequel vous pourrez bientôt consulter le programme et vous inscrire à partir de la fin du mois. Suite à cette journée, donc, dans le courant de l'année, on aura aussi d'autres webinaires thématiques comme celui-ci sur des thématiques d'infrastructure et puis de santé. Et puis des visites de terrain qui sont organisées. Donc, c'est des journées techniques sur lesquelles au lieu d'avoir des retours d'expérience virtuels comme dans les webinaires, on va sur place voir les actions qui sont menées.
Le mois dernier, on a eu une première visite sur le thème des solutions d'adaptation fondées sur la nature, où on est allé voir les actions menées par le syndicat mixte du bassin versant de l'Armançon. Et donc, on aura d'autres journées prévues comme ça dans le courant de l'année, notamment une sur la forêt qui se tiendra à l'automne. En parallèle de ça, on a aussi un programme d'accompagnement des collectivités sur l'adaptation, donc qui se fait en collaboration avec l'ADEME et dans la continuité des formations qui sont proposées par l'ADEME à ce sujet-là. Donc actuellement, on a 12 collectivités qui sont engagées dans cette formation et qui vont bénéficier donc d'un accompagnement un petit peu plus spécifique qui est co-animé par l'ADEME et par Alter. Une vidéo de témoignages d'acteurs qui s'adaptent au changement climatique en Bourgogne-Franche-Comté, qui sera bientôt disponible. Et on a également, ça a été mentionné par Patricia tout à l'heure, une page régionale sur le Centre national de ressources sur l'adaptation au changement climatique, que vous pourrez aller voir, donc, qui est en cours de... on est en train de nourrir cette page avec des retours d'expérience et des ressources que vous pouvez trouver par ailleurs également sur le site d'Alter. Donc, c'est là où sera également diffusé le replay du webinaire et puis les différentes ressources qu'on a mentionnées aujourd'hui et aussi d'autres sur d'autres sujets. Et ensuite de consulter donc, la page d'Alter, la rubrique adaptation au changement climatique pour retrouver ces ressources. Et on vous tiendra du coup informé de la disponibilité du replay du webinaire d'aujourd'hui avec toutes les ressources qui sont associées. Je vois dans l'onglet discussion, il y a une contribution de Beriner d'Alter sur la problématique des plantations de haies, donc avec un lien pour d'autres informations et ressources, donc qu'on mettra également à disposition. Merci Perrine pour ce complément. Et puis pour toute question, vous pouvez me contacter ou contacter Patricia Dubois de l'ADEME ou Laurent Gritti de la région sur ce qui concerne la dynamique régionale sur l'adaptation, sur les événements à venir, s'il y a d'autres compléments ou questions sur le sujet abordé aujourd'hui. Voilà, n'hésitez surtout pas. Merci à tous. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et une bonne fin de journée.